Mesdames et messieurs, bonjour et tout d'abord un grand merci d'être venu à cette réunion et d'avoir répondu présent à l'invitation lancée par M. Philippe de Villiers. Alors vous ne me connaissez pas, ou peut-être certains d'entre vous me connaissent de nom, mais je vais jouer le rôle en quelque sorte de chauffeur de salle. Chauffeur de salle, c'est-à-dire vous rappeler justement pourquoi nous sommes là et pourquoi cette réunion peut devenir vitale pour la France et le point de départ d'un plan de sauvetage. Car oui, mesdames et messieurs, vous le savez, nous en sommes là si en 2027, la même caste, la même idéologie, la même dictature idéologique garde le contrôle de notre France, ça sera fini. Nous ne pourrons plus retourner à la situation. C'est pourquoi nous avons conclu avec M. de Villiers que la seule chance, c'était de tenter quelque chose d'imprévu par le système. À savoir, arrêter d'être la droite la plus bête du monde et enfin construire cette union des droites que la majorité des électeurs attendent autour d'un programme commun et un programme bien sûr impliquant ou incluant plutôt un Big Bang institutionnel. Et surtout, au niveau de l'état d'esprit, ne pas penser au qui, mais penser d'abord au quoi. Construire un quoi ensemble, et le qui, nous le désignerons le plus tard possible. Alors je sais, ça peut choquer certains d'entre vous qui ont déjà prévu leur candidature, mais en entretien, si j'ose dire, individuel, public, je vais tenter, M. de Villiers fera le reste, de vous faire comprendre que vous avez, même dans cette opération, même les candidats potentiels parmi vous, ont tout intérêt à cette opération. Merci. Alors, avant de passer justement aux entretiens individuels, quelques mots que j'ai à dire à chacun d'entre vous, je voudrais quand même vous rappeler une chose essentielle. Vous êtes tous ici à l'abri du besoin, si j'ose dire. Vous ne jouez pas votre vie, vous ne jouez pas votre carrière, vous devriez n'avoir en tête que de laisser une trace, une marque dans l'histoire. Cette équipe qui a oublié ses intérêts personnels, qui a oublié ses intérêts de boutique, qui a oublié ses intérêts carriéristes, on va dire, ou même égotiques, et ces gens qui ont su se regrouper sur le seul point commun que vous avez tous ici. Certains des électeurs, bien sûr, ont des préférences, un tel, bon, ok. Mais je le dis souvent, vous avez tous un point commun qui vous regroupe largement. L'amour de la France. Donc si vous partez de ce principe, en vous extrayant psychologiquement, si j'ose dire, de votre, je répète, carrière, de votre parti, et juste en gardant vos qualités humaines, patriotiques, et vos compétences évidemment, eh bien, s'il n'y avait pas cette place en ligne de mire, cette place de président, vous comprendriez que vous êtes obligés maintenant. Les électeurs de droite élargie, sont hyper majoritaires à vouloir une union, une équipe de France. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligés maintenant d'oublier vos conflits passés, même vos petites trahisons, Marion. Vous êtes obligés. C'est pour la France. Vous devez passer largement au-dessus. Et si vous passez au-dessus, eh bien vous comprendrez, j'espère, au futur, que nous avons, grâce à vous, des gens, je le répète, compétents, qui ont l'amour, la France au cœur, on va dire, et qui pourraient former une véritable équipe de gouvernement. Toujours, c'est la base, en enlevant toutes ces ambitions personnelles. Partant de là, eh bien, je vais vous parler un par un, et vous faire comprendre, je sais que vous le savez au fond, vous n'avez pas besoin de moi, que cette opération et l'objectif et la victoire potentielle, qui signifiera, je répète, le sauvetage de la France, vaut bien plus que tous vos militants, toutes vos adhésions, toutes vos subventions, vos carrières de politiciens. Là, vous deviendriez les acteurs de la libération. Donc je vais commencer par exemple par Florian Philippot. Florian Philippot, je suppose, Florian, que vous voulez vous présenter. Vous n'aurez pas les 500 signatures, vous le savez très bien. Mais vous avez néanmoins construit un parti, en partie d'ailleurs grâce à la Covid, vous avez su saisir
la balle au bond des anti-vax, puisque, je vous le rappelle, Florian, votre parti pesait 3000 ou 4000 adhérents maximum avant la Covid, et aujourd'hui il est 35 000 ou 40 000, je ne sais pas. Donc c'est une belle réussite qui n'a pas été faite sur des propositions politiques, qui a été faite, on va dire, sur une position de grand dissident anti-vax. Pas anti-vax, ceci dit, je suis comme vous, je ne suis pas anti-vax. J'ai été personnellement contre ce vaccin. Et ensuite du commentaire de l'actualité. Vous, comme tous ceux qui sont ici, n'ont pas vraiment travaillé sur la construction d'une solution en tenant compte de la dérive de la Ve République. Ça s'adresse à vous tous. Donc Florian, rentrer dans cette équipe, faire des petites concessions programmatiques, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, l'objectif est de construire un programme commun, petites concessions programmatiques, etc. D'abord, ça sera plus efficace pour la France, et ça ne nuira en rien, je dis bien en rien, à votre petit parti, enfin à votre gros parti, les Patriotes. Puisque l'idée est de monter ce réceptacle, cette nouvelle structure, sans président, sans candidat déclaré, et juste pour one shot, la présidentielle. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons vous expliquer, tout ce que nous essayons de construire avec M. De Villiers, ne remet pas en cause vos partis politiques. On n'a jamais demandé de « allez, sortez des partis, videz, supprimez les partis et venez dans une équipe fantasmatique ». Non. C'est une union, une équipe de France pour gagner la Coupe du Monde. Ce qui veut dire que vos clubs, vos partis, Paris, Marseille, PSG, ça reste, pas de problème. Donc Florian, aujourd'hui, il faudrait être fou pour... c'est quoi la pub déjà? Il faudrait être fou pour refuser de rentrer dans cette équipe. Parce que Florian, comme tout le monde, ça s'adresse aussi à tout le monde, ceux qui vont refuser parmi vous seront hyper minoritaires. Et seront montrés du doigt au niveau de tout l'électorat de droite comme ceux qui ont refusé l'union pour leur carrière, pour leur parti, pour leur boutique. Et je ne crois pas que ça va vous apporter des voix, et je crois que ça sera votre mort politique. Ensuite, Marion Maréchal, personnellement, j'ai pas vraiment apprécié cette forme de trahison de M. Zemmour ici présent, mais à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut oublier tout ça. Tout peut s'oublier qui s'enfuit, déjà. Ce qui veut dire que vous avez aussi des qualités d'oratrice, vous avez du punch, vous avez de bonnes idées qui se rapprochent, qui sont les mêmes d'ailleurs que celles de M. Zemmour, et à peu près des miennes au passage. Et donc, évidemment que vous aussi, vous ne pourrez pas refuser de rentrer dans cette équipe. Aucune raison. Parce que votre parti est naissant. Je ne sais même pas s'il y a vraiment beaucoup d'adhérents. Il y a peut-être 1000 adhérents. C'est pas, bon, vous avez un poste de député européen, grâce à Reconquête, ne l'oubliez jamais. Mais bon, voilà, donc vous n'avez pas tellement de freins ou d'ambition personnelle, j'espère, pour refuser cette entrée dans l'équipe. Ensuite, dans la foulée, Sarah Knafo, un grand talent que j'ai découvert, enfin que nous avons tous découvert depuis à peu près 1 an. Percussion, du talent, du charisme. Donc évidemment, Sarah Knafo doit être dans l'équipe. C'est plus qu'évident. Ensuite, Monsieur Ciotti, bravo. Vous avez su vous extraire des LR qui dérivent depuis tant d'années, qui dérivent vers le centre progressisto-islamo-compatible, enfin bref, la Macronie finalement. Puisque, vous l'avez bien remarqué, dès le premier gouvernement de M. Macron, il y avait déjà 5 ou 6 républicains. C'est ce que disait feu Jean-Marie Le Pen, une sorte d'UMPS, puisque, vous le savez, Renaissance, à la base, l'AREM, c'était 60% socialiste, et puis un peu de LR et un peu de n'importe quoi, et du centriste et tout. Donc, M. Ciotti, évidemment, vous avez été le premier à prôner l'union. Je ne pense pas que vous ayez d'ambition personnelle pour vous présenter à la présidentielle. Donc vous, c'est évident que vous avez aussi vos qualités et vous serez dans cette équipe. Vous ne pouvez pas refuser. Alors Monsieur Dupont-Aignan, je vous félicite. Je vous félicite parce que quand je suis arrivé sur Twitter en 2017, avec EGL Citoyen, vous étiez mon préféré. Éric Zemmour n'était pas encore dans la course et je disais, voilà quelqu'un qui a compris la mafia Union Européenne, voilà quelqu'un qui nous alerte sur plein de choses.
Voilà, je crois que vous avez eu mon programme EGS Citoyen sur votre bureau, en mars ou avril 2018. Mais vous avez demandé à votre collaborateur combien, c'est pas mal, combien il pèse, combien de divisions, vous savez la question. Et votre collaborateur, un de mes amis, a dit, mais il pèse rien. C'est un inconnu qui a monté un petit mouvement politique. Ah oui, bon, on verra plus tard. Bon, on n'a jamais vu plus tard. Je sais comment ça fonctionne et je vous en veux pas. Vous ne parlez qu'entre vous et les gens d'en bas, vous les méprisez, même si vous dites mes chers concitoyens. Voilà. Mais je vous en veux pas du tout et je confirme que vous faites partie de cette équipe. Forcément. Parce que c'est pareil, c'est un petit peu ce que je disais à M. Philippot. Oui, vous êtes déjà candidat. Alors, entre vous et moi, entre nous et vous, et entre vous et le peuple français, vous savez très bien que vous n'avez aucune chance et qu'au dernier moment, vous retirerez votre candidature pour intégrer le RN. Je pense que c'est un petit peu ça la stratégie. Alors plutôt que de faire ce truc un petit peu hypocrite, vous retirez tout de suite votre candidature, vous intégrez l'équipe, on travaille tous ensemble, et 6 mois avant l'élection, on détermine toute l'équipe. Le président, le vice-président, le ministre de la Justice, etc., le Premier ministre, etc. Et on arrive en équipe avec un programme d'enfer, avec déjà, je vais vous dire, M. Dupont-Aignan, mais même à vous tous, quand nous ferons cette conférence de presse, le 19 décembre, où M. De Villiers sera présent cette fois-ci, et présentera un petit peu tout le monde, et dira, voilà, nous avons décidé enfin de nous unir sur l'initiative d'une petite équipe de citoyens qui nous a mis les choses sur la table. Eh bien, cette conférence de presse, d'abord, fera un tabac, parce que les gens vont être hyper contents. Enfin, la droite la plus bête du monde a décidé de travailler ensemble pour la France et pas pour leurs boutiques respectives, mais surtout va créer un tsunami d'angoisse. Ah oui. Un tsunami d'angoisse, à savoir que le système, toute cette alliance infâme que nous pouvons prévoir déjà, dont j'ai parlé tout à l'heure, va commencer à trembler. Et le système plus haut, monsieur le système, va dire « Ouh là 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 ». Ils ont compris qu'il fallait s'unir, là, ça va être dur. Ensuite, nous avons, on va rentrer dans le dur, nous avons Jordan Bardella. Enfin, rentrer dans le dur, c'est une façon de parler. Jordan Bardella, écoutez, évidemment que c'est l'héritier, évidemment que dans le scénario prévu, parce qu'évidemment, je pense, désolé Madame Le Pen, je pense que l'inéligibilité va être confirmée. Je pense qu'ils vous ont dit... oui, c'est bien jusqu'au juillet 2026 pour vous anesthésier. Donc, ils n'ont aucune raison de changer, puisqu'ils veulent appliquer leur... on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas refaire. Donc, l'héritier, ça serait vous, Jordan Bardella. Mais entre vous et moi, yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Vous vous souvenez? Non, monsieur Bardella, soyons sérieux. Oui, vous êtes haut dans les sondages. Oui, peut-être que vous arriverez à 40, j'oublie Mme Marine Le Pen pour l'instant, vous arriverez à 46, 47%, mais vous ne gagnerez pas, M. Bardella. Et allons plus loin. Est-ce que vraiment vous vous sentez le charisme, l'expérience, l'âge, les compétences du président de la République de la France, surtout dans l'état où va être la France en 2027, et tout ce que nous aurons à reconstruire, au fond de vous, je sais que vous savez que non. Donc évidemment, nous gagnons un petit peu de temps, mais vous comprenez bien que en 2026, quand l'inéligibilité sera confirmée, il y aura un front de droite, si j'ose dire le NFD, qui va faire une pression d'enfer pour monter cette équipe, et vous aurez en face Monsieur Jordan Bardella, vous, tout seul, comme ça, dire « Ah non, je veux pas d'union ». Monsieur Bardella, vous ne tiendrez pas le choc. Et heureusement d'ailleurs, parce que donc finalement, vous accepterez de rentrer dans cette équipe. On va continuer avec Madame Le Pen. Madame Le Pen, écoutez, vous avez présenté 3 fois. Je crois que on dit 200, jamais 203, on ne dit pas jamais 304. Et c'est pas vous faire injure de vous dire qu'il y a, même si vous êtes haute dans les sondages, je pense que vous avez fait beaucoup d'erreurs stratégiques, notamment la dédiabolisation, je peux vous le dire. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Vous avez tous cru, au RN, que les 9 points gagnés entre 2017 et 2022, c'était la dédiabolisation. Or, c'est pas ça du tout. Pas du tout. Ce qui a fait gagner les 9 points au RN, c'est l'aggravation de la situation et les 5 ans abominables d'Emmanuel Macron. Et ça, je crois que vous ne l'avez pas compris, parce que votre dédiabolisation vous a amené à vous systémiser, à vous renier sur plein de sujets, et avoir l'impression que c'est ça qui vous faisait monter. Ça n'est pas ça, Madame Le Pen. C'est la situation qui vous fait monter naturellement en tant que seule proposition un petit peu pro-France, on va dire ça comme ça. Donc, au-delà de ces erreurs stratégiques que vous avez payées d'ailleurs,
par un coup de poignard dans le dos, pendant que votre concurrent, enfin, un concurrent, franc-maçon d'ailleurs, du Grand Orient, M. Mélenchon, multiplie les outrances, a vu son dossier, qui est à peu près équivalent au vote, je crois, gelé comme par hasard, eh bien vous, ils vous ont pas loupé. Donc, si vous voulez faire un final, non pas apocalyptique, mais le contraire, un final extraordinaire dans votre carrière politique, si j'ose dire, plutôt que de finir par une 4e défaite, et finalement la mort de la France, parce que ce sera très dur de retourner à la situation en 2032, c'est tellement loin, eh bien, le grand geste magnanime, ce serait justement de ne plus penser à vous, plus penser à votre obsession, je sais pas, d'être présidente, et de vous mettre au service de cette équipe de France. Ensuite, Monsieur Zemmour, vous le savez, vous me connaissez, vous avez reçu beaucoup de choses de ma part, hein, avant 2022, vous n'avez tenu compte de rien, et pourtant, si vous lisiez avec le recul ce que j'écrivais 6 mois avant le fiasco de 2022, eh bien, peut-être que vous auriez des regrets. Mais passons, moi aussi, je dois faire fi de toutes ces petites déceptions. Donc, Monsieur Zemmour, vous savez très bien qu'on ne peut pas gagner sur la base de votre programme. Voilà. C'est aussi clair que ça. Les Français, bien sûr, attendent ce que vous proposez. On est beaucoup à voir notre pays s'islamiser. On est beaucoup à avoir à peu près les mêmes idées que vous sur ce sujet, sauf que derrière et autour, je dirais, et là j'en parlerai avec tout le monde, bien sûr, parce que ça vaut pour tout le monde, il faut aller beaucoup plus loin si on veut faire revenir une partie, je dis bien une partie, des abstentionnistes et même des souverainistes de gauche. Et en faisant revenir une partie des abstentionnistes que j'estime à 5% parmi les 30 ou les 25, et 4 ou 5% de souverainistes de gauche qui ne peuvent plus se reconnaître dans cette gauche qui s'est alliée avec les islamo-gauchistes, avec n'importe quoi, l'extrême gauche, les antifas et tout, ne peut plus se reconnaître. Eh bien, ces gens que je dirais dans la mouvance Michel Onfray, à peu près, pour schématiser, eh bien, ces électeurs souverainistes de gauche, dans le programme que nous allons proposer, nous allons bien sûr améliorer grâce à vous, évidemment, eh bien, ils vont avoir des choses qui vont les faire venir, et dans tous les cas, ne jamais revoter pour la Macronie au sens large, avec les LR et les écolos et tout ça, mais voter pour le candidat de notre équipe de France. Et donc, quand vous faites l'addition, j'estime que ça fait 46, plus 5, plus 4, eh bien, on arrive facilement à 55% et une victoire sur le fil, sur le gong, assurée. Donc, Monsieur Zemmour, vous ne pouvez pas refuser, vous êtes le plus talentueux de tous, je suis désolé pour les autres, mais vous n'êtes pas un politicien, vous n'êtes pas stratège, et vous avez été un peu comme moi, à un tout petit niveau, vous êtes allé droit devant, vous vous êtes renié sur rien, et vous êtes allé même trop loin. Mais c'est pas grave, dans le cadre d'une équipe de France, il y a des postes qui vont se libérer, si j'ose dire, notamment un poste que nous allons créer, qui s'appelle vice-président, vous verrez le programme, ça sera la 2e étape. Eh bien, je crois que là aussi, vous ne pourrez pas dire « je ne vais pas dans cette équipe sous prétexte de ma candidature où vous allez faire 6 ou 7%. » Donc je crois que j'ai fait le tour, à moins que je ne me trompe. Oui, Monsieur Retailleau. Je vous ai oublié, Monsieur Retailleau. Vous, Monsieur Retailleau, vous êtes à la frontière. Vous faites partie des gens, je dirais comme peut-être Bellamy, par exemple, comme même David Lisnard, ou comme... il y en a quelques-uns comme ça. Vous êtes globalement républicains, mais en fait, au fond de vous, vous savez que les républicains ont trahi depuis longtemps leurs électeurs, dont moi, d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, pourquoi vous restez chez les républicains? Parce que vous vous dites c'est le meilleur tremplin pour gagner. Et ceci dit, vous avez raison. Peut-être pas vous, mais en tout cas, le candidat des républicains, à mon avis, qui sera bien sûr renforcé au 2e tour par toute la crasse, tous les insoumis, l'extrême gauche, les écolos pastèques, les progressistes, les wokistes, bref, tout ça. Au 2e tour, vous avez vous, ou alors peut-être Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, finalement, au fond, c'est un républicain, c'est pareil, c'est la même mouvance. Donc vous dites, je suis quand même dans le bateau qui est peut-être le mieux placé, donc je vais rester là, tranquille. Mais vous ne gagnerez pas, Monsieur Retailleau, parce que vous serez assassiné, si j'ose dire, par votre propre camp, parce que vous êtes trop à droite pour eux. Donc, vous devriez gagner du temps et choisir l'équipe des futurs vainqueurs, parce que là, vous avez toute votre place, et vous êtes beaucoup plus proche de tous les gens qui sont ici que de Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, et vous le savez au fond. Et quand vous ferez cette surprise incroyable de rejoindre cette nouvelle structure, eh bien vous serez suivi. Parce que là, les gens n'ont pas suivi Eric Ciotti parce qu'ils savaient que ça ne pouvait pas gagner derrière et tout, ok.
Mais là, avec ce que nous allons construire, même au niveau des ambitions personnelles, il y a beaucoup de cadors, on va dire, des LR qui vont vous suivre et finalement rejoindre le NFD. Tout ça pour vous dire que maintenant qu'on a fait un petit peu l'état des lieux, en démontrant que si on sort des ambitions personnelles, la solution, elle est là, devant nos yeux. C'est une union. Ensuite, ça ne suffira pas, l'union. Parce que si elle n'est pas accompagnée, je le répète, d'un programme qui est capable de casser la dictature idéologique de la justice, vous l'avez tous vu, vous le voyez tous les jours, ça fait des années que vous le voyez, tous, et votre seule réponse est toujours de dire « nous durcirons les lois ». Alors que je suis désolé, vous savez très bien que même si les lois étaient plus dures, elles ne seraient pas appliquées par la justice idéologique. Et ensuite, elles seraient même invalidées par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Et toute cette mouvance socialo-progressisto, laxisto, immigrationisto, wokisto, etc., avec un petit peu de franc-maçonnerie Grand Orient, sujet tabou, eh bien, si ce programme n'intègre pas la destruction possible de cette idéologie, si le programme n'intègre pas des nouveautés démocratiques dans la Ve République, au niveau de plein de choses, vous verrez, on en parlera, eh bien, nous ne pourrons pas aller chercher les fameux 5% d'abstentionnistes qui pourraient se dire « Ah, enfin, là, ça change, il y a de l'engagement, il y a un contrat de confiance, bon, il y a plein de choses », qui reviendraient aux urnes. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont de notre camp, mais ils ne votent plus. Parce qu'ils disent « Oui, bonnet blanc, blanc bonnet, de toute façon, machin, etc., c'est pareil, ça change rien. » Là, on peut vraiment renverser la table. Et c'est maintenant ou jamais. Les méthodes habituelles n'ont pas marché, puisqu'on perd tout le temps. Donc il faut aujourd'hui tenter un véritable coup de poker. Alors, c'était une introduction. Monsieur Philippe de Villiers, pourquoi Monsieur Philippe de Villiers a été choisi pour être le chef d'orchestre de cette initiative purement citoyenne? Il n'y a aucun lobby, aucune finance, rien derrière nous. Que des citoyens patriotes, motivés, qui ont compris peut-être ce que vous êtes nombreux vous aussi à avoir compris, mais que vous n'avez aucun intérêt à mettre sur la table. Sauf dans le cadre d'un grand plan, comme je vais encore vous le détailler, et M. Philippe de Villiers détaillera encore plus profondément. En vérité, pour finir, cette mission est impossible, j'en parle souvent sur les réseaux, mais une fois qu'elle sera en route, nous battre sera impossible. Voilà, merci.